Merci de nous retrouver sur cette chronique de Patrick Elokala, un seul invité pour ce show de quelques minutes avec Benoît Yolama. Benoît Yolama, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, on va discuter très rapidement autour des deux sujets. D'abord le premier, l'anniversaire de la commémoration de la mort d'Étienne Tshisekedi Moulumba qui décédait un certain 17 février 2017. Si vous comptez, ça va faire aujourd'hui 5 ans, jour pour jour, depuis que Étienne Tshisekedi Moulumba nous a laissé. Quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir par rapport à ce grand homme qui nous a laissé? D'abord, en tant qu'Africain Bantou, je souhaite paix à son âme. Nous pensons que nous avons respect envers cette image que nous connaissons. Et le reste, en tant qu'humain, en dehors de ces cadres purement traditionnels africains, il n'y a pas suffisamment de matière que nous pouvons récolter sur le passé politique de M. Fétien Tshisekedi. Il y a eu les hauts et les bas. Il y a eu une attitude pro-occidentale. Mais aussi... Il était pro-occidental. Pro-occidental. Et c'est lui-même qui a eu à assassiner la démocratie avec la constitution de l'Ouabou. Et son passage politique... Il a assassiné la démocratie en faisant quoi? En instituant une constitution et il y a un parti unique. Il était le vice-premier ministre aussi en charge des affaires intérieures. Il était la deuxième personnalité du pays. Et c'est à son époque que nous avons connu la mort de Kimba et consorts, les gens qui ont été pendus au stade des martyrs, où aujourd'hui le nom des martyrs est revenu. C'est puisque là, sous ordre direct de M. Fétien Tshisekedi, ses compatriotes nationalistes ont été pendus. Mais aussi, s'il faut revenir sur la constitution de l'Ouabou, avant, il n'y avait pas une loi spécifiquement sur le parti politique. Les partis politiques fonctionnaient comme les associations tribales que nous avions connues à l'époque. Et quand Lumumba, Kasavubu, Gizenga, Kachamura ainsi que les autres Okitom, Polo et consorts ont commencé leur vie politique et il n'y avait pas vraiment une véritable loi qui pouvait régler le fonctionnement des partis politiques au Congo. Mais quand lui là, il arrive, bien que ces partis fonctionnaient déjà, étaient d'une manière indirecte reconnue par l'autorité coloniale, il mettra fin à cet exercice démocratique qui existait en faisant revenir le pays à un parti unique. Et à l'époque, ce sont eux qui étaient des créateurs du mouvement populaire de la Révolution. Et quand cette constitution est arrivée, le pays était totalement éparpillé. Les conséquences sont celles que je venais de décrire, d'Nkimba et tous ceux qui ont été assassinés contre le régime Mobutu ont été simplement assassinés. Mais aussi, il y a eu la zarénisation, dont certains ont été des bénéficiaires, probablement lui aussi. On a entendu le bien de la RVA. Étienne Tshisekedi était bénéficiaire de la zaïrianisation. Oui, la résidence de la RVA, la maison de l'ENDA à la Gombe, École nationale d'administration, et une ferme au niveau de Kananga qui était tombée même en faillite. On a entendu plusieurs choses. Et donc ça n'a pas été si éloquent par rapport à ce qu'il pouvait présenter comme image. Et lorsque j'entends parler aujourd'hui... Et son combat, après, il a essayé de révolter contre Mobutu. Il n'y a pas eu véritablement de combat. Il n'y avait pas un meilleur ami de M. Mobutu que M. Tshisekedi. Et il n'avait aucun ami qui lui faisait confiance que M. Tshisekedi. Mobutu n'avait... qu'il faisait confiance qu'à Étienne Tshisekedi Moulumba. Et je sais de quoi je parle. J'étais dans l'histoire alliée depuis le Zaïre. Et nous connaissions des réunions où, nuitamment, on était là pour encadrer ce qui était à l'époque des leaders. Mais à chaque réunion, à la seconde, le maréchal Mobutu était au courant de tout ce que se disait. Mais l'information ne pouvait pas forcément passer par Étienne Tshisekedi lui-même. Mais alors, Mobutu avait d'autres services. Qui pouvait entrer dans la salle pour aller écouter ce qui se disait? Qui peut, même nous qui étions dans les alentours, on n'avait pas l'information.
mais la personne la mieux indiquée qui pouvait protéger Mobutu. Et la preuve d'ailleurs la plus éloquente, c'est qu'il est arrivé à Paris pendant que Mobutu était malade, il l'a soutenu, pendant que les autres n'arrivaient plus. Et il n'y avait Quoi pas de plus normal que d'aller visiter un frère malade? Il n'y avait pas de meilleur ami de Mobutu que M. Tshisekedi. Donc c'était simplement une révolution de la cour. Les gens voudraient tout simplement se retrouver à des postes et surtout qu'elle a été reléguée tantôt comme au poste d'ambassadeur au Maroc. Et il estimait qu'il a aidé le pouvoir, il a travaillé pour le pouvoir et qu'il ne pouvait pas se retrouver dans cette situation-là. C'est pourquoi il y a eu cette révolution. Mais je ne crois pas. Si Mobutu était méchant envers Félix Tshisekedi Mulumba, il ne vivrait pas. Mobutu avait tout le moyen de l'assassiner, comme il a assassiné tant d'autres personnes. Mais s'il ne l'a pas fait, il connaît la personne de M. Tshisekedi. Il n'en avait pas manqué le moyen. Et rappelez-vous qu'à l'époque du Zaïre, un ambassadeur français décédé à Kinshasa, assassiné. Mais Mobutu continue à exister. Mobutu était toujours là. Donc même s'il arrivait à les tuer, je ne crois pas que ça arrêterait le pouvoir de M. Mobutu. Donc il était le meilleur ami de M. Mobutu. Et quand il est nommé Premier ministre, avant l'arrivée de l'Afrique à Kinshasa, nous descendions du campus pour soutenir Tshisekedi, mais aussi... Vous étiez aussi à l'UDPS, hein? Vous étiez aussi à l'UDPS comme tant d'autres. Je n'ai jamais été à l'UDPS. Mais vous les souteniez quand même. J'étais dans Issor et Alliés. J'étais dans le groupe de progressité avec Femouke, docteur Sondi qui est encore vivant. Il est là. Il y a l'ancien ministre des Postes Vinkassi qui est décédé. Il y a tant d'autres et des jeunes turcs qui ne fonctionnent pas directement à partir des structures de l'IDPS. Nous étions presque des indépendants. Voilà. Et si pendant l'époque de Mobutu, Tshisekedi n'a jamais été opposant, on ne va pas le dire pour autant pendant les temps de Joseph Kabila. Là, il vous a fait quand même très mal. Hein? Etienne Tshisekedi à Mobutu. Oui, je pourrais être d'accord avec cette affirmation, étant donné qu'avec M. Mobutu, j'ai vu le fils de Mobutu protéger Etienne Tshisekedi sur l'avenue 24 novembre, actuellement Moulélé. Quand on voulait le bousculer par d'autres éléments de l'armée nationale et de l'armée du FAS, du Zaïre, il avait refusé. Et donc j'ai vu l'enfant de Mobutu, Kongolo Mobutu, qui est venu au secours de M. Etienne Tshisekedi. Et les enfants de M. Etienne Tshisekedi arrivaient chez M. Mobutu et les enfants de Mobutu venaient chez M. Tshisekedi. Vice-versa. Alors, donc, mais du temps du Kabila, il vous a fait tellement mal. Qu'il n'y avait pas une certaine opposition comme les gens croyaient. Et la conséquence, la preuve aussi, la plus éloquente aussi, c'est que tous ceux qui ont tenté d'aller dans le cheminement de l'IDPC avec M. Tshisekedi, tous ont été écrasés. Sauf lui. Il est resté seul. Sauf lui. Mais à l'époque de Kabila, il vous a fait très mal, je répète la question. Certainement, j'ai approuvé cela. Certainement. Est-ce que c'est lui qui a finalement travaillé pour que Kabila ne puisse pas se représenter pour prendre le troisième mandat? Non, ça n'a jamais été le cas du troisième mandat. Quand il a commencé en 2011, où il avait ordonné qu'on arrête Monsieur Kabila, Joseph Kabila, qui soit ligoté, qu'on l'amène dans vivant chez lui. C'est ses habitudes, c'est les séquelles d'un dictateur. Il n'y a jamais de démocratie dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Que le président Kabila régulièrement passe chez lui, probablement donne aussi d'argent et permette à sa famille de fonctionner. Et lorsqu'il a constaté que Kabila était plus occupé de la reconstruction du pays que des petits problèmes particuliers des individus, il en a fait son problème personnel. Mais aussi, à un moment, il a été utilisé par l'Occident, la Belgique. Ils sont partis au Sénégal pour aller faire des réunions. Il y avait encore l'ancien abbé, aujourd'hui Monseigneur Cholet et les autres. Et quand nous avions dénoncé, les catholiques sont vite revenus à la raison. Ils sont revenus à Kinshasa. C'est comme ça qu'il y a eu, depuis Sun City d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu Jeval et tout ça. Mais après, il a finalement compris que Kabila n'était pas mauvais comme il le pensait. C'était un homme qu'il fallait collaborer avec et il revenait à Kinshasa. C'est quand il vient collaborer avec le président Kabila qu'il appelait c'est mon enfant que curieusement il retombe encore, il rechute encore très malade et il est reparti pour ne plus revenir vivre au pays. Que représente l'UDPS aujourd'hui après la mort de Etienne Tshisekedi Mulumba? En tout cas, c'est un tonneau vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à l'UDPS? Plus rien à l'UDPS. Et rassurez-vous, je vous donne ma parole aujourd'hui que l'UDPS sera en opposition avec ceux qui ont traversé vers l'union qu'on appelle sacrée, que j'ai continué à considérer comme l'union sucrée,
Et l'UDPS sera émietté à partir de ces forces, de ces gens qui ont traversé. Dès lors qu'ils auront de l'argent, des fonctions, ils l'ont fait contre le PPRD. Ils vont travailler pour mettre en mal le fonctionnement de l'UDPS. Et ce qui arrive aujourd'hui va certainement continuer, parce qu'on peut avoir un parti, mais il faut avoir des gens qui ont le courage de mobiliser, de prendre le risque. Donc vous regrettez le départ, de Kabounda. Ici, dans votre Kabounda, je peux ne pas partager ces opinions. C'est nommé courageux. C'est nommé courageux, contrairement aux autres qui avaient sa place à l'UDPS. Contrairement aux autres qui fuient la télé, bien que lui ne passe pas dans les médias. Mais je considère que ce monsieur courageux, avec tous ceux qu'on les qualifie comme défaillance intellectuelle, scientifique et consort, mais je considère que c'est un homme qui a le courage. Un meneur d'homme, hein? Certainement, il a en tout cas cet acte naturel qui lui permettent de mobiliser les gens. Voilà, on va changer de sujet pour finir cette émission. Le second sujet va porter sur la pose de la première pierre par le président de la République pour la construction du port en eau profonde de Banana. Kabila l'avait fait à l'époque, Félix revient pour refaire la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a marché sur le principe de la continuité de l'État? Benoît Yolama, comment avez-vous analysé cette question, cette situation? C'est quand même un soulagement pour le peuple. On ne va pas construire le pont Rotrail qui va relier Kinshasa et Brazzaville. On va passer par la construction du port en eau profonde de Banana. Mais au moins, il y a des lancements ou des poses de la première pierre. Il s'agissait d'abord de Joseph Kabila qui l'avait fait à l'époque. Mais maintenant, c'est Félix et Antoine Tshisekedi qui le fait. Est-ce que vous pensez que ce n'est plus la continuité, mais plutôt on lance un nouveau projet qui n'a jamais été conçu auparavant? Et je dirais non. Et le projet a existé depuis l'époque coloniale et il n'a été matérialisé pour la première fois qu'avec Joseph Kabila. Et vous l'avez très bien relevé. Le président Kabila a été déjà à Boma pour poser la première pierre. Mais malheureusement, ce que je peux qualifier d'une tricherie, qu'on vienne encore poser encore une autre pierre. Ce qu'il devait faire, c'est de dire, je viens assister à l'effectivité des travaux, au vrai démarrage des travaux. Mais malheureusement, on n'en a pas fait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Par oubli ou tout simplement par méconnaissance à ce que Joseph Kabila avait fait? Oublié, puisqu'ils étaient dans une opposition de comédie, qui n'avait aucune cohérence sur le plan de la réflexion, sur le plan de la gestion, qui n'avait rien du tout comme information sur le fonctionnement de l'État. La preuve aussi, c'est qu'ils sont en train de tontonner, continuent à tontonner, continuent à prendre. Donc, probablement, les archives sont oubliées et ils considéraient, peut-être, ils veulent considérer que le président Kabila n'avait rien fait et que c'est lui qui lance la première pierre. Et c'est là que j'ai dit aux autres journalistes d'être sincères. Dire que l'ancien pouvoir n'a pas réussi, c'est totalement faux. C'est l'ancien pouvoir qui a amené financer les études de faisabilité pour la construction du port. C'est cet ancien pouvoir qui a permis aux Arabes de venir travailler. Ce qu'on a fait présentement, on a retouché au contrat, probablement pour glisser certains actionnaires. C'est ce que j'ai appris de bonnes sources. Et lorsqu'on a changé, maintenant, on en fait encore un nouveau défi. Or, c'était déjà un défi qui était déjà lancé. Ce qui reste, c'est l'effectivité des travaux. Le même tracteur qu'on a vu et des commandes qu'on sort, ça existait à l'époque. C'est avec ça qu'on faisait les travaux de la route Boma vers Banana, Mwanda. Et donc, c'est un bien pour la République. Est-ce que vous pensez que le projet va aboutir avec Félix Tshisekedi? Non, ce n'est pas un projet qui va se terminer aujourd'hui. Ce n'est pas une maison, les étages qui construisent comme ils veulent ici à Kinshasa. C'est un projet qui peut prendre 2, 3, 4 ans. Et ça peut ne pas se réaliser avec lui, ça peut ne pas se terminer avec lui. Mais l'important, c'est que nous mettons cela dans l'actif du Congolais, pas d'un président, puisqu'il n'en est pas l'initiateur, moins encore le financement n'est pas financement congolais. Or, à l'époque de Joseph Kabila, le financement était divisé en deux. Les partenaires mettent plus de 500 millions de dollars et l'État congolais met plus de 500 millions de dollars. C'est ce qui faisait presque 1 milliard ou 2 milliards, quelque chose. Exactement. Aujourd'hui, le financement est presque totalement extérieur. Ce sont des dettes, bien que les pauvres pourraient être gérés par les financiers, mais ce sont des dettes que l'État, en cas de faillite et de défaillance, l'État pourra subir des conséquences de droit. Voilà, on est arrivé à la fin. Un dernier mot à notre public qui vous suit, notamment les internautes qui sont éparpillés à travers le monde. Un dernier mot pour qu'on clôture l'émission. Oui, et je ne voudrais pas que les gens s'aventurent. Pour commencer à demander que
la rebaptisation de l'aéroport d'Indjili. C'est une insulte envers la nation congolaise. Chaque site a un nom, et ces noms sont des noms historiques qu'on laissait Fétien Tshisekedi se reposer calmement. Ceux qui sont des flatteurs, ils peuvent aller faire d'autres choses ailleurs, et peut-être construire des pyramides comme une maman disait au niveau de Moujima, et qu'on a donné les noms aux pyramides, les noms de Tshisekedi. Qu'on cesse de distraire les gens. On a voulu dénommer l'aéroport d'Indjili, l'aéroport Tshisekedi. L'aéroport d'Indjili, qu'on ne fasse pas des aventures. La République a plus besoin de l'unité. Et aussi, c'est maintenant que M. Tshilombo doit comprendre, nous parlons de son père, nous parlons de l'histoire, on ne la changera pas. Mais s'il veut faire le forcing et continuer à faire le forcing pour défier toute une nation, je crois qu'un jour, nous ne sommes pas des prophètes, il en tirera les conséquences. Pendant qu'il est à la tête de l'Union africaine, 4 coups d'État, il n'a ramené aucun chef d'État aux affaires. Aucun. Alors, quand il dit, bon, écoutez, retourner à l'ordre constitutionnel, je me suis posé la question, il a quel moyen? Tous ces professeurs qu'il a mobilisés, qu'il a ramenés, secrétariat technique et secrétaire général, qu'est-ce que ces professeurs ont fait? Rien du tout. Zéro travail fait. Et l'agent du trésor public est parti comme ça. Mais aussi, nous entendons un autre défi sur la construction des maisons qui pourront abriter le jeu de la francophonie et des stades. Jusque-là, rien n'avance. On parle déjà des maisons préfabriquées. Il y a encore des détournements. Chaque jour, nous entendons des millions, des millions, des millions. Merci. Parfois, ils s'étant déjà connus des AVC à cause de ça. Merci. Parce que c'est incroyable dans une république qu'on entende qu'il y a un groupe de gens qui volent, pas détournés. Et Rame continue jusqu'aujourd'hui. Je crois que nous devons mobiliser notre peuple pour que nous ayons la réconfiguration politique en 2023. Merci beaucoup. C'est tous ceux qui sont aujourd'hui en train de voler et piller le pays. Merci beaucoup Benoît Yolama d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, dites merci à Derrick Lunkeba. Je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.